Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La situation est sous contrôle gouvernemental. Ce sont les mots du président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo après la tentative de coup d'État survenue ce 1er février. Tentative qui a néanmoins fait plusieurs blessés et morts selon le chef de l'État. L'ouverture ce 2 février de la 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine en Éthiopie. Une session organisée en prélude au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA prévu ces 5 et 6 février. Et puis une application pour améliorer l'accès au système de santé en période de crise sanitaire. C'est la mission que s'est donnée la start-up gabonaise Youbil Technologies en lançant sa plateforme dénommée Hosto. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, ce drame en République démocratique du Congo. Au moins 26 personnes sont mortes électrocutées dans un marché situé à l'ouest de Kinshasa. En cause, la chute d'un câble électrique dans un caniveau rempli d'eau. Un incident provoqué non seulement par de fortes pluies, mais aussi par des installations électriques vétustes. Selon Charles Mbutamuntu, porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa, la majorité des victimes sont des commerçants et des clients. Une enquête a été ouverte. Le président Félix Tshisekedi a déclaré sur son compte Twitter que toute la lumière sera faite sur les causes de ce drame et les responsables devront en répondre. Après la tentative de coup d'État survenue ce 1er février, le calme semble être revenu en Guinée-Bissau. Sur les réseaux sociaux, le président Umaro Sissoco Embalo affirme que la situation est désormais sous contrôle gouvernemental. Face à la presse, il a également ajouté qu'il y a eu tentative d'assassinat contre le président et tout le cabinet. Victoria Sechi. Le calme revient à Bissau. Tels sont les mots du chef de l'État de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, annoncé pour captif d'une tentative de putsch perpétrée au palais du gouvernement où il présidait dans la journée du mardi 1er février un conseil des ministres. Autour de 19h30, le chef de l'État a annoncé sur Facebook et Twitter son retour sain et sauf. À l'occasion d'un discours prononcé également au palais présidentiel, le président Umaro Sissoco Embalo a déclaré la maîtrise de la situation par les forces de l'ordre qui ont pu mettre fin à une attaque contre la démocratie. Je vais bien, alhamdoulilah. La situation est sous contrôle gouvernemental. Je remercie la population de Guinée-Bissau et toutes les personnes au-delà de notre pays qui se sont inquiétées pour mon gouvernement et moi. Vive la République et que Dieu veille sur la Guinée-Bissau. En début d'après-midi du mardi 1er février, les coups de feu qui ont retenti autour du palais du gouvernement alors que se tenait un conseil des ministres qu'il présidait en présence du Premier ministre ont duré 5 heures selon l'exécutif. Le président a évoqué plusieurs décès suite à ces tirs nourris, sans en préciser le bilan. Nous attendons également que peut-être la lumière soit faite sur le nombre de victimes, puisque le président a annoncé qu'il y a eu beaucoup de morts et des gens aussi sont arrêtés. Les yeux se tournent un tout petit peu vers l'ancien chef d'état-major de la marine, Boubouna Tchoutou, qui a été vu, selon plusieurs sources concordantes, le matin même du coup d'état, en treillis militaire dans le camp de la marine, alors qu'il a quitté ce camp il y a une dizaine d'années. Alors qu'est-ce qu'il fait dans ce camp, c'est le mystère. Bissau a dormi sur ses deux oreilles, la situation était calme, la nuit était vraiment calme. La ville, peu à peu, a repris son rythme. Seulement, certains édifices publics sont restés sous la surveillance, notamment la télévision, le palais du gouvernement, qui était le théâtre des opérations hier. Mais on attend de savoir exactement de quoi la journée sera faite. Hier soir, après la déclaration du président de la République, il y a eu une réunion d'urgence entre le président et la haute hiérarchie militaire. Selon certaines sources, le palais du gouvernement a été attaqué par un groupe de commandos. Rappelons que 3 jours avant, un remaniement initié par le président et jugé discriminatoire envers le Premier ministre Nuno Gomes Nabiam a suscité indignation. Par ailleurs, depuis lundi 31 janvier, le décès du chef d'état-major général des armées, Biagé Nantan, un fervent soutien du chef de l'État, est sans cesse annoncé par des médias.
L'actualité, c'est aussi la reprise du procès relatif à l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara au Burkina Faso. Une reprise entamée ce 2 février et qui fait suite au rétablissement de la Constitution annoncée par la junte au pouvoir 2 jours plus tôt. Pour rappel, ce procès historique s'est ouvert en octobre 2021, soit 34 ans après les faits. 12 prévenus sur 14 siègent sur le banc des accusés pour complicité d'assassinat, recel de cadavres et attentat à la sûreté de l'État. L'ancien président Blaise Compaoré en est le grand absent, une absence déplorée par l'avocat de Mariam Sankara, Ferdinand Zepa, lors de l'ouverture des plaidoiries ce mercredi. Avant la tenue du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en Éthiopie, le conseil exécutif de l'organisation se réunit pendant 2 jours. L'organe a démarré ce 2 février les travaux de sa 40e session ordinaire. Pandémie de coronavirus, vaccination ou encore coopération bilatérale sont au programme. Les précisions de Viviane Bauken. Le Conseil exécutif de l'Union africaine a entamé ce 2 février au siège de l'organisation panafricaine à Addis Abeba en Éthiopie les travaux de la 40e session ordinaire en prélude au 35e sommet de l'Union africaine prévu les 5 et 6 février 2022. À l'ouverture des travaux, le président de la Commission de l'Union africaine a fait le point sur les problématiques urgentes du continent. Il s'agit notamment de la paix et de la sécurité des États membres qui est menacée avec d'une part les conflits inter-États, le terrorisme au Sahel et dans les Grands Lacs et plus récemment les actes anticonstitutionnels. La résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement qui se sont dangereusement multipliés ces derniers mois. Que dirais-je, hier soir, vous l'avez suivi, la nuit a été très longue. Heureusement que le coup d'État a échoué en Guinée-Bissau. Tout ceci est un signe de cette grave déviance. L'ouverture des travaux du Conseil exécutif de l'Union africaine était également l'occasion de faire un bilan d'étape sur la pandémie de Covid-19 et ses conséquences socio-économiques sur les économies africaines. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, le taux de vaccination reste très faible sur le continent. En janvier 2022, seulement 10% de la population est créditée d'un schéma vaccinal complet, tandis que 11% est partiellement vaccinée. Le problème ici étant la fourniture en vaccins, l'Union africaine reste optimiste sur les nouvelles pistes, avec notamment la mise en place de l'Agence africaine du médicament. Aussi faut-il saluer l'avènement de l'Agence africaine des médicaments, AMA. Le traité instituant la dite agence a déjà bénéficié du nombre requis de ratification. L'envoyé spécial que j'ai désigné pour assurer la promotion de cette importante agence travaille en étroite collaboration avec toutes les compétences requises pour en assurer l'opérationnalisation dans les meilleurs délais. La Covid-19, actualité prioritaire de l'Union africaine depuis 2020, continue de mettre à mal les économies africaines avec notamment la récession économique. Une récession qui a entraîné une baisse d'activité de l'ordre de 2%, suivie d'une hausse de l'inflation et l'alourdissement de la dette. Des situations qui peuvent, selon les experts, compromettre la reprise économique post-Covid envisagée. Selon les études de la Banque africaine de développement, l'Afrique à elle seule doit mobiliser environ 150 milliards de dollars américains pour apporter une réponse efficace à la crise économique. Bonne nouvelle pour les Angolais. À l'issue d'un conseil des ministres tenu ce 31 janvier, les autorités ont pris une série de mesures en vue d'augmenter le pouvoir d'achat des citoyens. Parmi elles, un réajustement des salaires de la fonction publique est notamment prévu. Plus de précisions avec Samantha Sabirou-Sabobanga. Les Angolais devraient connaître une amélioration de leur niveau de vie. Le président João Lourenço a approuvé lundi 31 janvier 2022 une augmentation du salaire minimum national et l'ajustement des salaires de la fonction publique. Cette nouvelle mesure vise à accorder un plus grand pouvoir d'achat aux Angolais. La décision a été prise lors du Conseil des ministres tenu le même jour au palais présidentiel et conduit par le président João Lourenço. Cela est une manière pour le gouvernement de rassurer les travailleurs précaires et surtout d'apporter un peu plus à la ménagère angolaise et de pouvoir bien sûr doper le pouvoir d'achat.
Le nouveau tableau fixe les salaires à 32 181 kwanzas et 15 centimes pour le secteur agricole, 40 226 kwanzas pour le transport, les services et l'industrie manufacturière. Quant au salaire dans le commerce et l'industrie extractive, il s'élève à 48 271 kwanzas. Dans la fonction publique, le montant est passé à 77 507 kwanzas et 59 centimes. On peut aussi le reconnaître que 2022 est une année électorale en Angola. Le Parlement sera renouvelé en août prochain. Donc, cette augmentation est une aubaine pour le MPLA. Et quand on sait que les hommes et les femmes qui vont bénéficier de cette augmentation constituent, qu'on le veuille ou non, une partie importante des électeurs qui votent pour le MPLA. L'économie de l'Angola, qui repose entièrement sur les revenus pétroliers, connaît depuis 2016 une récession ayant entraîné une augmentation de sa dette qui est passée de 57,1% du PIB en 2015 à 120,3% en 2020 selon les estimations. La hausse des salaires vise donc à accorder une meilleure dignité salariale aux travailleurs et à résoudre les problèmes sociaux de la classe ouvrière. L'Algérie va se doter d'une nouvelle usine de production de lait. La construction de cette structure a été demandée par le président Abdelmadjid Tebboune lors d'un conseil des ministres organisé le 30 janvier. Elle sera située à Alger et aura une capacité de production d'1 million de litres par jour. Les détails avec Mildred Yamou. Une nouvelle usine de production de lait va voir le jour en Algérie. C'est une instruction du président Abdelmadjid Tebboune donnée en conseil des ministres le 30 janvier 2022. L'infrastructure, qui sera implantée dans la capitale Alger, aura une capacité de production d'1 million de litres par jour, selon un communiqué de la présidence. Cette initiative vise à renforcer la sécurité alimentaire des populations. En fait, c'est toute la filière agricole que le président Tebboune veut relancer. En effet, les chiffres de ces dernières années ne sont pas bons. Et pour le président Tebboune, la sécurité alimentaire des populations est une question de dignité. C'est-à-dire qu'il considère que le peuple algérien n'a pas à aller chercher à l'extérieur de ses frontières de ce qui va nourrir sa population. Et généralement, quand on va chercher à l'extérieur de ses frontières, on est un petit peu à la merci des marchands. Le secteur agricole fournit plus de 2,5 millions d'emplois directs en Algérie. Fort de l'importance de l'agriculture pour l'économie algérienne, le gouvernement s'engage à développer ce secteur. Le président Abdelmadjid Tebboune a appelé à réorienter les efforts vers le secteur agricole, notamment dans le sud du pays. Il s'agit pour lui de recourir aux technologies modernes à travers le renforcement de moyens de contrôle aérien en vue d'évaluer les capacités agricoles. Pour le président Tebboune, il est très important que l'Algérie réalise donc sa sécurité alimentaire, et cela passe par un renforcement des ressources humaines et un changement de mentalité au niveau de la production agricole. Ce qui ne va pas être très simple, parce que ce qui caractérise le monde agricole dans le monde entier, c'est justement le conservatisme. Le président Tebboune a également appelé à renforcer la production céréalière et des viandes rouges en adéquation avec les aides accordées par l'État. Il a mis l'accent sur le développement de la production de lard gagné dans les zones sud-ouest et les hauts plateaux ouest. Le coronavirus a mis en évidence la fragilité des systèmes de... T'inquiète. Si le coronavirus a mis en évidence la fragilité des systèmes de santé en Afrique, il a néanmoins permis l'essor de la télémédecine. C'est dans ce contexte qu'est née l'application Hosto développée par la start-up gabonaise Yubil Technology, une aubaine pour les personnes vivant dans les zones rurales notamment. Samantha Sabirou Saboumanga. La start-up gabonaise Yubil Technology a développé l'application de e-santé dénommée Hosto, dédiée à l'amélioration de la santé des populations par la mise à disposition de services utiles et innovants. Ce nouvel outil d'aide est un puissant système de gestion de l'activité des structures de santé. Déjà disponible en téléchargement, la plateforme a été officiellement présentée le 27 janvier 2022 à Libreville.
Cette télémédecine peut s'avérer très importante lorsqu'on se retrouve dans des situations de détresse et qu'on ne peut pas se déplacer. Avec l'application, on peut appeler un médecin qui à distance peut nous prescrire les premiers soins sans qu'on ait besoin d'être physiquement dans le même environnement. Les patients dans les zones rurales ou enclavées ont également la possibilité de bénéficier d'une assistance médicale à distance grâce aux téléconsultations. Ainsi, grâce à la plateforme Hosto, les visites et examens médicaux sont possibles, de même qu'acheter les médicaments à distance. De prime abord, je pense que cette application Hosto est la bienvenue pour toutes ces personnes qui pourront s'en servir et qui pourront d'ailleurs la domestiquer. L'on a tendance souvent à déplacer des problèmes qu'on ne les résout. Je crois qu'on gagnerait à résoudre ces petits problèmes-là. Ce manque, par exemple, de personnel hospitalier, des grèves un peu par-ci, par-là. Malheureusement, c'est mon point de vue. Je peux me tromper, mais on déplace plus des problèmes qu'on ne les résout. L'État gagnerait à trouver des voies de solution, des pistes de solution pour pouvoir d'abord résoudre ces problèmes-là. Les concepteurs de Hosto ambitionnent à travers cette plateforme de réduire les files d'attente dans les hôpitaux pour les populations voulant se faire consulter par un spécialiste. Quant aux professionnels de santé, Hosto leur permettra une meilleure gestion de l'activité au sein des structures de santé, entre autres blocs opératoires, stock de matériel médical et statistiques. L'actualité sportive pour finir avec la date de la petite finale de la CAN 2022. Initialement prévue ce dimanche 6 février, la rencontre a finalement été avancée à ce samedi 5 février. Une information divulguée par la commission d'organisation de la CAF qui dit s'être concertée avec les autorités camerounaises ainsi qu'avec le comité d'organisation locale. L'actualité sportive à présent avec les Lions de la Teranga qui ont rugi ce mercredi. Le Sénégal a affronté ce 2 février le Burkina Faso sur la pelouse du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé dans le cadre des demi-finales de la CAN 2022. Score final 3-1. Les Lions ont ouvert le score avec un but de Abdou Diallo à la 70e minute. Le milieu de terrain du PSG, Idrissa Gueye, a ensuite doublé la mise à la 76e minute. Le Burkina Faso est néanmoins parvenu à trouver le chemin défilé à la 82e minute avec une réalisation de Blati Touré. Mais les Lions ont finalement creusé l'écart à la 87e minute. But Sadio Mané. Je vous propose d'écouter à ce sujet Philippe Ndioro, consultant et ancien Lion indomptable. Une bien belle victoire du Sénégal qui prouve encore que c'est une grande nation du continent. Elle était en finale en 2019, elle est en finale en 2021. J'ai vu un très beau match. Je rends aussi hommage à l'équipe du Burkina Faso, mais le Sénégal a élevé le niveau avec un Sadio qui a prouvé qu'il était un des meilleurs joueurs du monde. Je ne pense pas que cela aura une grosse incidence. Quand on perd en demi-finale, on est déçu. Je pense que les coachs vont faire tourner leurs joueurs. Il y a des équipes qui n'ont pas participé, des joueurs qui n'ont pas participé. Je pense qu'ils vont avoir le goût de goûter cette CAN quelques minutes. Et après, bon, c'est vrai que dans une CAN, on ne se rappelle pas souvent qui a été 3e ou 4e, on se rappelle le vainqueur et le vaincu. On connaît donc le premier finaliste de cette CAN. Le Sénégal affrontera dimanche 6 février le vainqueur de la rencontre Cameroun-Égypte prévue ce jeudi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.